Oui, Gabi, tu peux encore rester parce qu'on va parler des rivières. Donc ça me permet d'enchaîner avec notre future intervenante, donc Madame Erdmann. Bon, tu veux rester debout, tu peux t'asseoir? Debout? Ok, d'accord. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et faire en sorte de ne pas te présenter en présentant ton métier? Ok, bonjour à tous, je suis Mélanie et comme Gabi, je me passionne pour l'eau, les rivières, la biodiversité depuis que je suis toute petite. Ça m'anime et c'est pour ça que je suis très contente de passer après toi parce que c'est vraiment une continuité. Je vais amener d'autres propositions, mais voilà, je suis passionnée par cette interface entre l'eau et la biodiversité. Alors, pour un peu plus te connaître, est-ce que tu peux nous dire un endroit que tu préfères en Martinique? L'endroit que je préfère en Martinique, par exemple, c'est au bord de la rivière, au Saint-Esprit. On a une rencontre entre deux rivières, la Coulisse et la rivière du Cacao. Et en fait, à cet endroit-là, on a vraiment justement un agencement de grands arbres, de la fraîcheur. Et en fait, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement pour venir soit réfléchir, soit justement rencontrer des gens, soit faire des fois des interviews, des choses comme ça. J'aime beaucoup cet endroit. Ok, et est-ce que tu as une anecdote ou une histoire récente avec la nature, avec le vivant? Oui, choisis-en une. Alors ce matin, non je ne sais pas, une anecdote avec le vivant, c'est pas plus tard que ce matin, parce que ce matin nous nous sommes levés pour justement préparer énormément de petits matériels pour aller essayer d'observer l'infiniment petit de cette nature. Et justement, on est arrivé, et ce qui était extraordinaire, c'est que mon fils est là avec moi, il m'aide sur le stand, et quelqu'un est venu et nous a dit « Tiens, il y a un autre stand juste à côté qui fait du compost, et il te propose, si tu veux, de venir chercher des petites bêtes et des petits acariens. Voilà. » Et en fait, c'est ça que j'aime dans la nature, c'est qu'elle est partout, tout le temps, présente, et qu'on peut donc du coup vraiment faire du lien entre nous tous grâce à elle. Ok, merci. Maintenant, tu peux démarrer ta conférence, donc tu as 25 minutes pour pouvoir ton sujet. Et voilà, donc oui, merci beaucoup à Gabi parce que c'est toujours intéressant d'écouter comment c'était avant pour essayer de comprendre comment ça fonctionne plus tellement aujourd'hui les choses et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Alors moi je vous propose quelque chose un peu, on va dire, une sorte de voyage. Je vous propose un petit voyage de la goutte d'eau justement, du moment où elle va tomber et sur quoi elle va tomber. Et je vous invite à suivre ce voyage de la goutte selon 3 modalités sur le sol sur lequel elle va tomber. J'ai appelé ça casser le béton et vous allez peut-être pour voir pourquoi, pour régénérer ce cycle de l'eau. On va essayer de comprendre ensemble quel est le lien entre ce béton et le cycle de l'eau. Juste pour qu'on parte un peu tous de la même notion sur l'eau. Bien sûr, on sait que l'eau, c'est l'origine de la vie, et bien sûr, on la porte en nous, bien sûr, on arrive et on vient de l'eau. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la quantité d'eau sur Terre, elle est inchangée. On a toujours la même quantité, 1,4 milliard de kilomètres cubes sur Terre, et ça ne se modifie jamais. Ce qui se modifie, c'est la qualité de l'eau, mais pas la quantité. Et ce qui se modifie aussi, c'est sa répartition sur le globe terrestre. Mais encore une fois, pas la quantité. Et sur cet énorme chiffre de kilomètres carrés d'eau, seulement moins de 1% de cette eau est potentiellement consommable par nous. C'est-à-dire que là, ces petites gouttes, c'est toujours une histoire de gouttes aujourd'hui, on va avoir 3% d'eau douce sur 97% d'eau salée sur Terre. Déjà, c'est énorme quand on se rend compte de ça. Et sur ces 3%, la goutte se divise encore. On en a 22% qui est prisonnière, en tout cas bien enfoncée dans le sol. On en a 77% qui sont dans les glaciers, donc aussi non mobilisables. Et donc il en reste encore un petit pourcent. D'accord ? Sur ce petit pourcent, l'eau disponible, c'est seulement encore une petite partie. Pourquoi ? Parce qu'on en a dans les lacs, dans les rivières, dans l'atmosphère et dans le sol. Donc vous voyez pourquoi on dit à chaque fois qu'il y a moins de 1% d'eau sur Terre utilisable pour notre ressource à nous, et c'est quand même la vie. Sans eau, on n'y arrive pas. Avec ça en tête, je vous propose de faire le voyage de cette petite goutte d'eau. Quand elle va tomber, qu'est-ce qui va se passer pour elle, d'après vous? Où est-ce qu'elle tombe? Comment? Pourquoi?
Alors, elles tombent où les gouttes d'eau quand il pleut? Des nuages, elles arrivent sur le sol. Et sur le sol, qu'est-ce qu'on trouve? Alors voilà, soit on trouve du béton, soit on trouve de la terre, des gouttes. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Sur quoi va se heurter cette goutte d'eau? Là, vous avez dit béton, route. Les arbres, les feuilles. Ah, quand même. Il reste quand même un peu d'espoir. Il y a aussi les forêts, les feuilles. Qu'est-ce qu'on a encore? Les rivières, etc. Donc cette petite goutte d'eau, effectivement, elle va pouvoir tomber sur des espaces naturels, forestiers, des espaces déjà un peu artificialisés, c'est-à-dire où, par exemple, on maintient, on coupe, mais on n'a quand même encore pas un sol imperméable, c'est bien ça qu'il faut faire comme différence, ou des sols artificialisés, imperméabilisés, pardon, où là on a effectivement recouvert d'une surface pour notre habitation, pour les routes, etc. Et donc, en fonction de ces systèmes où elle arrive, la goutte d'eau, elle ne va pas vivre sa même vie. Alors, je vous embarque sur le cycle de l'eau classique. Qui peut me citer les grandes étapes? Ça fait appel à notre connaissance, je veux dire, du primaire. Mais justement, j'aimerais quand même voir jusqu'au bout. Qui peut me citer les grandes étapes du cycle de l'eau? Alors, on y va, parce que là, je pense que c'est assez facile. L'évaporation. Évaporation, grâce effectivement à la chaleur. Donc les petites gouttes d'eau montent, voilà. Ensuite, elle va se condenser, donc la condensation, revenir en forme de petites gouttes. Ensuite, précipitation. Ensuite, infiltration, très important. Ruissellement, très important. Et celui qui le sort, c'est très bien. Non. Il manque une énorme étape du cycle de l'eau. Cette étape, on en parle et on l'a documentée que depuis la moitié du dernier siècle, c'est-à-dire dans les années 50. L'évapotranspiration. Et l'évapotranspiration, on n'en parle pas souvent et c'est sur ça que je vais insister. Avant d'insister sur l'évapotranspiration, je reviens sur une notion géographique, topologique du bassin versant qui va nous permettre effectivement aussi d'alimenter ce cycle de l'eau. Alors le bassin versant, il faut vraiment le voir comme une zone géographique très importante et très en lien, qui est séparée par des lignes de crête en haut des mornes. Et chaque goutte d'eau qui va tomber d'un côté de la ligne de crête ou de l'autre côté ne va pas se retrouver au même exutoire. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que dans nos aménagements du territoire, on peut se retrouver avec des communes, par exemple, qui se retrouvent sur un même bassin versant. Ou alors des communes qui vont se retrouver sur deux bassins versants. Je vous donne un exemple ici. Si j'ai par exemple le Saint-Esprit, petit bourg, rivière salée, j'arrive ici, ensuite à l'exutoire de tout ça, c'est où? La rivière qui va s'écouler ici, donc la rivière La Manche, elle arrive dans la baie Jennifer, dans la Manche, exactement. Mais qu'est-ce que je viens de citer? Toutes ces communes-là. Ici, j'ai un bout de rivière pilote. D'accord? Bande Vignette et tout ça pour ceux qui connaissent. Ce qui fait que cette commune, elle a déjà un petit pied dans cet écoulement du bassin versant. Ce qui fait que si nous ne travaillons pas de concert à l'ensemble de ces communes, on ne peut pas arriver à faire une gestion de l'eau intelligible, intelligente, en tout cas cohérente, en fonction de ce que la nature est vraiment. Donc ça, c'est déjà très important de réfléchir à l'échelle du bassin versant. C'est ce qu'on fait dans les documents stratégiques généralement. On travaille au niveau des bassins hydrographiques et ça, c'est très important. C'est la même chose, c'est un bassin versant sur la rivière du Carbet pour vous montrer en fait la ligne de crête qui sépare, donc c'est vraiment la ligne de partage des eaux. Et sur ces bassins versants, on va trouver donc ces fameuses zones naturelles, forestières, etc. Certaines zones qui vont être déjà artificialisées, modifiées, et d'autres zones qui vont être imperméabilisées. Une autre vue sur le nord de ces beaux bassins versants du nord, on va dire qu'ici on est sur l'amont, amont, monte de montagne vers le haut, aval de vallée, d'accord? Donc l'eau s'écoule toujours évidemment du haut vers le bas, ça je vous apprends rien. Et donc du coup, on observe vraiment le bas de ces bassins versants et les différentes zones, vous voyez, de bassins versants qui sont, selon les bassins versants, plus ou moins occupés par soit des zones agricoles, soit des zones urbaines, soit des zones naturelles.
Le cycle de l'eau, bien sûr, c'est aussi très important de prendre en compte que chaque goutte d'eau peut traverser différents types d'écosystèmes et évidemment des écosystèmes humides, des milieux humides, des milieux aquatiques, de la source, comme l'a très bien dit Gabi, jusqu'au coraux, jusqu'à la mer, d'accord ? Source, rivière, ripisylve. Donc ripisylve, ce sont ces fameuses forêts de bord de rivière qu'il faut absolument conserver, restaurer. On a des écosystèmes de ripisylve ici qui sont les plus malmenés, surtout sur l'aval, surtout sur les parties basses. Et là, il y a effectivement un nombre d'acteurs qui travaillent, notamment le Conservatoire botanique, qui travaille à cette restauration des ripisylves en plantant des espèces qui proviennent de l'endroit de Martinique, des espèces indigènes. On a aussi toute la famille des zones humides, les mares, les étangs, etc. Les mangroves, bien sûr, et les coraux. Tout ça participe évidemment à conserver et à mobiliser un cycle de l'eau normal. Alors, il manquait donc l'évapotranspiration. Qu'est-ce que c'est l'évapotranspiration? C'est une partie du cycle de l'eau qu'on oublie tout le temps, et pourtant, c'est une partie, voire la partie la plus importante de moteur du cycle de l'eau. Est-ce que quelqu'un sait ce principe d'évapotranspiration? Est-ce que ça vous parle? Et pourtant, je suis sûre que, quand je vais vous l'expliquer, vous dites, bien sûr, vous le savez, vous le ressentez tous les jours. D'ailleurs, on le reçoit même ici, on le ressent sur Tivoli. L'évapotranspiration, c'est le pouvoir, j'ai envie de dire presque le pouvoir magique des arbres. C'est ça l'évapotranspiration. C'est un moteur qui va permettre de pomper l'eau dans la nappe, dans le sol, de le faire remonter, de le faire s'évacuer, de le recapter quand il pleut, etc. Et donc on va voir comment. En fait, si je prends un arbre, cette eau, elle va être absorbée évidemment par les racines. Elle va constituer ce qu'on appelle la sève brute. La sève brute, c'est l'eau, les éléments minéraux du sol, etc. Ils vont monter jusqu'aux feuilles. Et ces feuilles sont des fabuleuses usines à photosynthèse, ça vous le savez sûrement. Et c'est là où en fait il se passe un processus physico-chimique qu'on ne peut pas et qu'on ne sait pas reproduire, qui est absolument unique, qu'on appelle la photosynthèse, qui est le pouvoir de pouvoir transformer à partir de sève brute, de soleil, c'est-à-dire de photons, et de CO2, et ben en fait il va transformer tout ça pour en faire ce qu'on a du sucre, de la matière. Et c'est en ce sens-là, c'est cette partie du cycle déjà de l'arbre qui permet de stocker le carbone. Ça, c'est la première donnée très importante à se rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit les forêts stockent du carbone? C'est parce qu'elles puisent du carbone pour en faire de la matière, carbone qui est dans l'air. Et en faisant ça, elles rejettent de l'oxygène. Mais elles rejettent aussi, pour pouvoir alimenter cette pompe, parce que là, il y a de la sève brute qui monte, il va falloir aussi qu'elle redescende. Vous comprenez bien que ça ne peut pas monter éternellement. Donc il y a un cycle dans les arbres, dans les plantes. Et cette sève élaborée, du coup, qui redescend, chargée en sucre, alimente tout l'arbre. Et pour faire ça, il y a de l'évapotranspiration qui va faire ce moteur. Et quand je vous parle de ça, vous me dites, bon, d'accord, peut-être, mais est-ce que c'est si important? Oui, c'est très important cette évaporation. Vous allez voir le pourcentage tout à l'heure. Ça se fait grâce à un petit organisme que je voulais quand même vous montrer parce qu'on n'est pas toujours conscient de ça. C'est que lorsqu'on regarde des feuilles, et d'ailleurs on a un stand pour regarder des feuilles de plus près si vous voulez, on peut y observer parfois les stomates. Ce sont des petites ouvertures, de petits orifices par lesquels se font tous ces échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère. Donc je reprends mon arbre. Les forêts, les arbres en général, c'est aussi très important parce que déjà, c'est 30% du rayonnement qui est réfléchi par le feuillage. Donc tout de suite on se dit, bon ben, dès que je défriche, j'augmente aussi le rayonnement. Déjà, ça c'est important. Une partie évidemment est transmise sous l'arbre et on a cette sensation souvent où il fait plus frais sous les arbres. C'est grâce à cette évapotranspiration. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'ombrage qui nous fait du bien, c'est cette circulation d'air qui est énorme, qui a été mesurée et qui est vraiment énorme. Pour vous montrer un peu plus loin, dans le cycle, alors là ce sont des chiffres hexagones sur les ressources en eau par exemple, sur ce cycle, on va avoir 30% de l'eau qui va revenir dans l'atmosphère par évaporation, contrairement à 60% qui va être d'origine justement et de provenance de l'évapotranspiration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme en fait. D'accord? Évidemment, il y en a qui restent et il y en a qui vont aller dans l'océan. Je voulais vous montrer
chiffre plus proche d'ici, en vous parlant d'un hectare de forêt tropicale humide par exemple, qui va évaporer jusqu'à 1530 mm. Alors quand on parle de millimètres, c'est une hauteur d'eau, donc 1 mm, c'est 1 litre d'eau par mètre carré, ça représente ça. Donc ce qui représente énormément d'évapotranspiration. Je le détaille ici par exemple. En Guyane, pour une pluie qui va entre 2000 et 4000 mm par an, ce qui est des grosses pluies, on va avoir les arbres qui vont rejeter jusqu'à 1530 mm d'eau par an. Donc ça représente quand même 15 300 mètres cubes par hectare et par an d'eau. C'est énorme quand on le dit comme ça. Et ça, c'est l'évapotranspiration réelle. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite, il y a des publications qui sont documentées vraiment sur cet phénomène, dont les premières datent de 1982. Donc là, M. Roche qui a commencé à documenter ça sur la Guyane, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour comprendre cette évapotranspiration réelle ou potentielle. Il y a aussi ça dans le... Voilà. Donc d'où elle vient cette eau qui est renvoyée dans l'air? Et ben, elle vient de l'interception par les feuilles, de l'évaporation du sol, de la transpiration des arbres. C'est donc la mécanique la plus importante. Voilà. Maintenant, quand est-ce que cette goutte d'eau, elle va tomber sur un espace déjà un peu artificialisé, donc où les arbres ont été coupés, où on a du champ, on a des pâtures, etc. Donc on n'a plus d'arbres, mais on a un sol qui n'est pas imperméabilisé. Il y a quand même deux chose à bien comprendre, c'est que artificialiser ou imperméabiliser, c'est quand même pas la même chose tout à fait, et qu'il y a une partie du cycle qui continue à se faire quand même lorsqu'on a des sols perméables, et d'autres qui ne se fait plus avec les sols imperméables. Donc lorsqu'on tombe sur un sol artificialisé, mais perméable, on va avoir cette diminution de l'évapotranspiration, ça vous l'avez bien compris, puisque du coup on n'a plus d'arbres. Diminution du coup de l'infiltration par les racines, parce qu'on va avoir une autre couverture végétale qui va ne pas jouer exactement le même rôle. Et surtout, que ce soit des champs, des prairies, alors des prairies un peu moins parce qu'elles sont déjà un peu couvertes, mais quand on va avoir des champs à nu, des choses comme ça, on va augmenter l'érosion des sols. Chaque pluie qui va arriver va emporter avec elle des particules de sol pour les accélérer et les rejeter directement un peu plus vite dans la rivière. Et surtout, les eaux qui vont se circuler en fait sur des espaces parfois agricoles qui ne sont pas des parcelles agricoles, par exemple biologiques, peuvent se charger en pollution. Ça aussi, l'érosion, ça va aller accélérer et accentuer en fait l'apport sédimentaire dans les baies. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans les baies? Les coraux. Et les coraux, quand on a une surdose effectivement de sédiments et de terre qui arrivent, ils étouffent parce qu'eux, ils aiment l'eau limpide. Alors juste un petit schéma sur la goutte d'eau qui va arriver potentiellement sur des zones agricoles, alors soit sur des zones plantées, soit sur des zones d'élevage. Pareil, ça va être encore perméable, donc l'eau va pouvoir s'infiltrer, pas de problème. Ça va pouvoir être drainé, pas de problème. Il va pouvoir y avoir une évaporation qui va se faire quand même, pas de problème. Sauf que, sur ces parcelles agricoles, déjà les parcelles qui sont en élevage vont être plus chargées en azote, par exemple. Donc l'azote, à la base, c'est un élément naturel, donc il n'y a pas de problème sur cet élément, sauf s'il est en trop grande quantité. Parce que là, il va se charger et charger les cours d'eau en azote et les zones humides, et ça va aller modifier leur fonctionnement. Et quand il va tomber sur des parcelles agricoles, plantées, semées, il se peut qu'il y ait donc tout un cortège de pesticides, herbicides, insecticides et fongicides. Et donc, c'est ces deux mécaniques qui vont faire que la qualité de l'eau, en partie, va être modifiée. Dernier passage, la goutte d'eau tombe sur un sol complètement imperméable. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va vivre sa vie la plus courte. Elle tombe, elle va directement se retrouver ailleurs. Elle va glisser tout de suite. C'est-à-dire que là, on peut arriver en 1 minute. Quand j'ai pris cette photo, il pleuvait depuis 1 minute. On a l'impression qu'il pleut depuis 10 jours. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire quand on arrive sur le béton, évidemment c'est très logique. Là, le béton empêche à l'eau de s'infiltrer. Donc l'eau ruisselle beaucoup plus vite. Ça va provoquer des inondations plus fortement, et l'eau part directement à la mer. Il va y avoir moins d'eau disponible dans le sol, dans les nappes, les recharges se font moins, les plantes et les sols vont s'appauvrir, et on augmente l'érosion des sols quand l'eau va arriver avec une force accentuée, puisqu'évidemment elle va prendre de la vitesse.
Donc en gros, le béton va bloquer, accélérer, évacuer et assécher. Et quand je parle d'inondation, c'est aussi parce que parfois, évidemment, on a aménagé des choses comme on a pu dans des zones effectivement déjà mouillées, des zones humides. Là, vous reconnaissez peut-être. Quoi? Oui, au niveau de... Exactement, au niveau de Rivière-Saille. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder l'aménagement du territoire. Alors ça veut dire quoi l'aménagement du territoire? L'aménagement du territoire, c'est plein on va dire, de façons d'organiser le territoire. Alors jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à vraiment aujourd'hui dans tous les territoires, on a fait en sorte de faire des aménagements qui chassent l'eau. On a voulu justement maîtriser les rivières, on a voulu les contraindre, on a voulu les mettre plus loin, etc. Et la nature aussi. Et c'est une erreur de notre part qu'on a fait depuis des années, sauf qu'on en revient maintenant depuis une quinzaine d'années, et on sait qu'il faut repenser l'aménagement différemment. Il faut mettre au contraire la nature au centre, il faut relaisser libre cours justement aux zones humides, aux zones rivières, etc. Et ça, c'est très important. Pour faire ça, on s'organise grâce à des documents de planification, que sont les SCOT, les PLU. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce sont des documents qui nous permettent en fait de fixer l'origine, on va dire, de fixer l'objectif de ce qu'on veut organiser sur la parcelle. Et aussi, il y a des façons d'organiser le territoire grâce aux trames vertes et bleues qui vont nous permettre de diminuer en fait cette augmentation du béton. Et je vais y revenir tout à l'heure. Et dans l'imperméabilisation, il y a un autre phénomène aussi que je voulais mettre. Alors il y en a plein d'autres, mais je voulais aussi parler des obstacles à l'écoulement dans les rivières qui sont aussi des freins à la fluidité, non seulement des fluides, de l'eau de la rivière, mais aussi des solides, c'est-à-dire justement des graviers, des cailloux qui vont venir de l'amont de la rivière pour consolider les berges. Et souvent, on n'y pense pas à ça, mais on se dit qu'il y a beaucoup plus d'érosion. C'est aussi parce qu'il y a un transport des flux solides dans les rivières qui se fait beaucoup moins bien qu'avant. Et ça, c'est important de le rappeler. Bien sûr, ça bloque les petits poissons, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à plus facilement concevoir. Mais on ne se rend pas compte à quel point ça compartimente en fait les échanges de rocheux. Donc en résumé, on peut dire que l'arbre ralentit l'eau, il va faire entrer l'eau dans le sol, va lui permettre de stocker l'eau, va permettre de rafraîchir aussi, alors que le béton va accélérer, va empêcher l'eau d'entrer, va évacuer et surtout va provoquer évidemment cette sensation de chaleur. C'est pour ça qu'on invite maintenant dans les nouveaux aménagements du territoire à verdir les villes et à retravailler tout ça. Je vous propose d'aller un peu plus loin si j'ai le temps encore, et d'aller un peu plus loin en regardant ce que ça veut dire justement cette occupation du sol. L'occupation du sol, donc ça ce sont des sources de l'ADIOM, qui est une agence d'aménagement du territoire de Martinique. On les divise en 4 granges simplifiées, les espaces agricoles, les espaces naturels forestiers, les espaces artificialisés et les espaces anneaux. C'est l'occupation du sol en gros. Et il y a des usages, donc l'habitat, l'économie, le réseau mixte, autres. Et ensuite, il y a des types d'espaces artificialisés, imperméabilisés pour le bâti, imperméabilisés non bâti, perméables végétalisés, perméables non végétalisés, etc. Lorsqu'on regarde la répartition de tout ça en Martinique, ce sont donc les derniers chiffres qui datent de 2022, qui sont sortis d'une note là, de la DUAM, mais aussi des travaux de la DEAL, qui a sorti une comparaison qui est tout à fait consultable sur Internet, entre 2017 et 2022. Donc aujourd'hui, on a à peu près 20%, on peut retenir à peu près 21-20% de surface artificialisée sur le territoire de la Martinique. C'est tous les espaces en rose. Et les espaces forestiers en vert. Et enfin, les espaces agricoles en jaune. D'accord? Ça vous donne une idée. Pour vous donner un truc de comparaison, c'est que sur l'espace métropolitain, enfin disons en France, on est aujourd'hui à peu près 4 à 5% d'artificialisation du territoire. Alors c'est pas comparable évidemment, c'est un grand territoire, nous on est beaucoup plus resserrés, il a fallu qu'on s'organise, etc. Mais on va essayer de regarder un peu plus en détail, parce que on sait très bien que depuis 2011 à 2022, on perd à peu près 2800 habitants par an. Donc on a une population qui diminue, mais je suis en train de vous dire qu'on continue à augmenter l'artificialisation. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Ah, c'est là que je vous laisse la parole. C'est là que je vous demande comment on peut être avec des chiffres qui nous montrent qu'on a 2800 habitants
par an, hein, c'est une moyenne annuelle en moins. Mais on a encore une artificialisation qui grandit. Oui ? C'est ça. Il y a beaucoup de constructions encore pour l'habitat. On va voir un peu les chiffres en détail. Habitat, par exemple. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Je vous donne un exemple ici. Étangs abricots. Je prends des super exemples, monsieur Bruno Lazzarini, parce que vous comprenez bien que c'est une vérité. Étangs abricots, alors évidemment, j'ai pris celui-là parce que c'est vraiment la zone la plus artificialisée en 5, 6 ans, 7 ans, voilà, de façon, je le dis tout à fait honnêtement, anarchique et pas aménagée, et sur de la zone de mangrove, etc. Donc, étangs abricots, c'est une zone, vous voyez, ça c'est avant et ça c'est après, qui s'est construit énormément pour justement y mettre de l'habitat. Alors on pourrait se dire peut-être c'est parce qu'il en manque et tout ça, et c'est sûr, si on a quand même besoin aussi de construire de l'habitat. Mais avec une population qui diminue, on pourrait très bien se dire aussi, il y a surtout des zones qu'on pourrait aussi réhabiliter, ce qu'on appelle aussi les dents creuses, réinvestir les zones qui sont déjà pas utilisées, les anciennes maisons, etc., etc. Il y a des choses à faire avant d'aller. Là c'est d'autres exemples, donc on a Sainte-Anne, en Smitan, donc 2017-2022, hein, c'est toujours ça. Donc ça c'est tiré exactement des travaux justement de l'ADAL. Donc là on a effectivement des zones, on voit, qui ont été construites en 5 ans, qui sont devenues des zones artificialisées et imperméabilisées. Alors pourquoi ? Alors artificialisées, quel type de sol, c'est ma question, et pourquoi ? Les surfaces artificialisées par couverture en 2022, excuse-moi, on a artificialisé 50%, il manque un H, parce que mon H ne marche pas sur le clavier, de zones herbacées. On a aussi 25% de zones bâties et 18% de zones non bâties. Bon, c'est un détail, si vous souhaitez y revenir, je peux vous donner les informations de ces rapports. C'est surtout pour aller un peu plus en détail sur pour quel usage en 2022 nous avons artificialisé tout ça. On s'aperçoit qu'à 50%, c'est du résidentiel. Je vous le lis parce que c'est écrit tout petit. À 32%, c'est du routier. Et ici, c'est pour le tertiaire. Voilà les 3 gros postes, en fait, de imperméabilisation de nos sols en Martinique. Et les sols artificialisés, c'est à 55%, c'est du 66 à mon avis, pour le résidentiel, le transport routier et le tertiaire. Il y a un petit peu l'agriculture, un petit peu le transport aérien, en rose, pêche et aquaculture, voilà, ce sont les autres postes. Donc on se rend compte qu'effectivement, on fait beaucoup de résidentiel et on sait qu'il y a beaucoup de résidentiel pour la location secondaire. On va pas se mentir. Voilà. Donc c'est un choix. Hein. Soit on veut faire venir encore, et je comprends, le tourisme, l'économie de l'île, etc. Bon, après je pense qu'il faut voir les choses peut-être autrement, parce qu'en fait, on grignote le pays pour finalement faire de la location secondaire. Donc c'est moins bien vivre quand on est ici pour accueillir des vacanciers. C'est un choix. J'ai pas fini, juste encore un petit peu. Augmentation, voilà. C'est un croisement. Je vais aller directement sur le croisement, voilà. En bleu, depuis 2011, on a la consommation donc à destination de l'habitat, qui donc est quand même en diminution, hein. Il faut quand même le noter. Ici, vous avez la courbe qui est calée, qui n'a pas la même échelle, hein, qui est la courbe de la population. Donc il y a des années qui sont maintenant vraiment diminuées, mais on voit que quand même, il y a encore des efforts à faire. C'était pour avoir cette vision-là. Je crois que je ne vais pas avoir le temps d'aller dans le détail de l'artificialisation par usage, mais c'est pareil que tout à l'heure, hein. C'est pour dire que ici on a le résidentiel qui va consommer beaucoup. Voilà, et je veux quand même prendre 3 minutes pour les solutions. Donc les solutions pour faire de l'hydrologie régénérative, c'est évidemment désimperméabiliser, casser le béton, faire des villes beaucoup plus vertes, beaucoup plus ombragées, beaucoup plus vertes et avec de l'eau au milieu, pour le dire comme ça. Hein. Donc remplacer les sols en terre, gravier, pavé perméable. Évidemment, c'est aussi revégétaliser massivement. Donc là, c'est une photo qui vient de Guadeloupe, de nos amis de Guadeloupe. Et ils sont en train de revégétaliser Golconde, voilà, et avec ce jeune homme qui prend un plaisir à être sur ce chantier-là.
Donc planter des arbres partout, c'est possible, mais pas n'importe comment. On n'est pas non plus dans une plantation de n'importe quelles essences, n'importe comment. Il faut pouvoir recréer quand même l'écosystème forestier au mieux avec les essences locales. Et justement, il y a nos formidables collègues de botanistes qui travaillent énormément sur ça maintenant. Et puis on a le savoir aussi d'antan. Donc on sait faire, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il faut le faire. Restaurer les sols, très important. On appelle ça la trempe brune, mais c'est très important. Le sol, c'est nourricier. Si on n'a plus de sol, je veux dire, on peut ni stocker l'eau, ni se faire à manger. Je veux dire, c'est la première chose, la plus importante, c'est le sol. Hein, parce que sans sol, on ne peut pas revégétaliser, déjà. Donc voilà. Donc vraiment, réduire le tassement des sols. C'est pour ça que je comprends qu'on ne veut pas toujours marcher sur tous les sols. Réintroduire la matière organique. C'est évidemment la deuxième pompe après l'eau pour faire les sols être riches. Et stopper l'artificialisation, diminuer au maximum. Gérer l'eau là où elle tombe. Arrêter justement de penser qu'on peut maîtriser. L'eau, c'est l'élément naturel qu'on ne peut pas maîtriser. Je veux dire, il a une force de pression énorme, il repassera toujours là où il y a sa logique de passage. Et donc, il faut faire en sorte au mieux de s'organiser autour de l'eau, plutôt que de vouloir la contraindre, la canaliser, la bétonner, ou alors encore mieux, vouloir absolument maîtriser cette hydrologie, à vouloir à tout prix vraiment... Curer, les rivières par exemple, ça va être une action qu'on va avoir recours en tout dernier moment. Mais avant curer, il faut s'organiser pour travailler sur l'amont du bassin versant, sur l'amont de la rivière. Redonner place à l'eau, redécouvrir les ravines, les rivières, restaurer les zones humides, très important, tous les milieux humides. Et hier, Martine l'a dit d'ailleurs, de creuser à leur démarre. Il faut bien sûr entretenir déjà celles qui sont déjà existantes. D'ailleurs, je vous invite, on a sorti un guide il y a 1 an ou 2 maintenant qui s'appelle REMA. Donc REMA, c'est Mares à l'envers. Restauration et entretien des mares des Antilles. Donc c'est libre sur Internet. C'est entretenir celles qui sont existantes et évidemment en créer si on peut, mais ne pas tomber non plus dans le pendant de je veux faire des grands espaces et des grandes retenues d'eau, parce que là encore une fois on va dérégler le cycle de l'eau aussi. J'entends les grandes bassines, etc. C'est pas bon. Pourquoi ? Parce que plus on fait une retenue d'eau, plus on augmente l'évaporation. Et en fait, ça, c'est pas bon non plus. Donc, les petites surfaces de mares qui vont alimenter en local la biodiversité et stocker de l'eau douce, oui. La politique de vouloir faire à tout prix de la retenue d'eau partout, c'est très délicat parce que ça casse encore une fois le cycle de l'eau. Et ça, c'est documenté, c'est chiffré. La coupe de la ripisylve, de la rivière, je ne vais pas y revenir. Donc, transformer l'agriculture, évidemment, couvrir les sols pour éviter l'évaporation justement au maximum, faire de l'agroforesterie, moins de labour et surtout plus de diversité végétale, évidemment. Repenser l'urbanisme. Alors pareil, on a sorti ça il y a 2 ans maintenant, je sais pas, je suis nulle en année, peut-être Jolie tu te rappelles, j'en sais rien. Ça s'appelle Greenville, c'est gestion écologique des espaces de nature aux Antilles et en ville. Donc là, c'est des solutions, des fiches, des idées pour essayer d'accompagner les aménageurs à verdir les villes, à stopper l'étalement urbain, à intégrer l'eau dans les villes et à concevoir des villes éponges. Donc je vous invite, vous y trouverez des outils comme ce calendrier d'intervention en fonction des cycles biologiques des Antilles. Parce que oui, il ne faut pas élaguer à n'importe quelle heure, il ne faut pas éclairer n'importe où, n'importe comment. Nous avons des espèces très importantes ici, les tortues, etc. Voilà. Donc il y a ce genre d'outil qui est à disposition pour essayer de mettre en place effectivement la préservation de cette fameuse trempe verte et bleue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les réservoirs de biologie, les réservoirs naturels qu'on a aujourd'hui, ils sont reliés et il faut qu'ils soient reliés au maximum par des corridors entre eux de façon à pouvoir faire circuler les espèces, faire circuler l'eau pour la trempe bleue. Et donc ça, c'est très important d'avoir une vision différente et de changer son prisme et son regard quand on regarde une carte. Et je vous invite à venir faire l'exercice. Chaque fois que je montre une carte à quelqu'un, je dis « Qu'est-ce que vous voyez ?» Les gens, à 80%, ils me disent « Je vois des maisons, des carrés, des routes. » Il n'y a personne qui me dit « Tiens, je vois une forêt, je vois une rivière, etc. » C'est quand même curieux. Et ça, c'est la base. Ça montre qu'on n'y est pas. Ma conclusion, parce que je vois que on me regarde. Casser le béton, planter, infiltrer l'eau, ralentir et stocker l'eau, ça va nous permettre d'avoir un meilleur cycle de l'eau sur notre territoire en Martinique. Merci à tous. Merci à Mélanie pour cette présentation, dans les timings en plus.
Juste petite anecdote, étangs abricots, c'était pour 1 ou 2 hectares qu'ils avaient obtenu le lot, et du coup ils ont pris toute la baie. C'est juste une petite précision que je donne comme ça, et ils l'ont pris de façon presque illicite, presque, parce que le procès est toujours en cours, mais en tout cas, c'est pas le but au départ, c'était sur 2 lots et sur 2 hectares. Donc, merci à Mélanie. Là, on va enchaîner avec Madino, qui va nous présenter, faire sa présentation autour de Filtrello. On va le laisser s'installer.